Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'interview avec Adam Nour sur la maladie de Lyme. Alors déjà, comment reconnaître qu'on est potentiellement contaminé ? Quels sont les signes où on peut se dire « mince, je suis peut-être contaminé, faut que je vérifie ». Alors, si vous avez été piqué par une tique et que vous avez développé un érythème migrant et que vous avez, reçu un traitement antibiotique, mais que des symptômes ont persisté après ce traitement antibiotique, c'est que, la cause est bactérienne, que vous êtes malade de Lyme. Si vous avez développé un érythème migrant et que vous n'avez pas reçu de traitement antibiotique, suite à celui-ci et que vous développez par la suite une symptomatologie multisystémique et organique, c'est-à-dire qui touche différents systèmes ou organes et qui migre, c'est très certainement que vous êtes, malade de Lyme. Donc dans ce cas-là, on a quand même, l'indice de l'érythème migrant qui permet d'orienter, vers le diagnostic. Alors, est-ce que forcément un érythème migrant, c'est-à-dire un cercle rouge autour de la piqûre, pour ceux qui ne savent pas, ça confirme qu'on est contaminé ou pas nécessairement ? Oui, l'érythème migrant est le signe, et la preuve irréfutable de l'infection à la borréliose. Et si on n'a pas d'érythème migrant, mais qu'on a été piqué par un tique, est-ce que on peut quand même être atteint de la maladie de Lyme ? Tout à fait. D'accord, c'est bon à savoir. Voilà, l'érythème migrant n'est pas automatique et le problème est que même lorsqu'il est présent, il est parfois, confondu à tort par les médecins ou par le malade avec une réaction allergique. D'accord. Et pourtant, la différence, elle se voit bien ? Oui, parce que l'érythème migrant n'est pas une réaction allergique, c'est une, réaction, c'est un signe d'infection. Je voulais dire physiquement, est-ce qu'on peut faire rapidement la différence entre les deux ou pas ? Oui, parce que l'érythème migrant est quand même assez, c'est un signe qui est assez singulier. C'est un point rouge avec un cercle autour qui s'étend, un cercle rouge. Ouais. Donc dans ce cas-là, si vous observez un érythème migrant suite à une morsure de tique, vous devez impérativement consulter votre médecin traitant ou, un service d'infectiologie et demander un traitement antibiotique. Est-ce que ça, c'est obligatoire et vraiment nécessaire ? C'est nécessaire, c'est en principe obligatoire, c'est-à-dire que si on lit les recommandations officielles en France, l'érythème migrant donne automatiquement et impérativement, lieu à une antibiothérapie. Mais certains, médecins ne respectent pas cette guideline-là, ce qui est très problématique. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « bah non, ça va passer ». Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que ce n'est pas, un signe de la borréliose ou que c'est simplement une réaction allergique ou une infection à autre chose. D'accord. Et toi, tu as testé l'antibiothérapie, il me semble, et ça n'a pas vraiment fonctionné, non ? Oui, tout à fait. Alors, lorsque j'ai donc, compris que j'étais malade de Lyme, je me suis rendu en Allemagne dans une clinique spécialisée qui s'appelle, la BCA et j'ai, effectué, différents tests qui ont confirmé la présence de la bactérie. J'étais déjà sûr de moi, mais, Tu voulais confirmer, quoi, ouais. voilà, on est toujours plus rassuré, quand on voit écrit noir sur blanc, le diagnostic. Donc, c'était important pour moi d'avoir un diagnostic, formel et posé par un médecin. Et j'ai ensuite entamé une antibiothérapie, une trithérapie, donc c'était 3 antibiotiques différents, que j'ai poursuivi durant 1 mois seulement. Alors dans mon cas, les médecins en Allemagne m'avaient dit que mon cas était tellement grave qu'il faudrait au minimum 2 ans de trithérapie pour espérer stabiliser mon état. Ouais, ce qui doit être assez horrible à vivre et à entendre. Tout à fait. J'ai commencé avec les antibiotiques, mais en parallèle, je faisais énormément de recherches. Et à force de recherche, j'ai compris que les antibiotiques n'étaient pas la réponse, adéquate au Lyme chronique. D'accord. Parce que, dans mon cas, j'étais déjà dans une phase, qui était bien chronique, hein, à ce stade-là. Donc, dans ce cas-là, Excuse-moi, donc tu veux dire que pour ceux qui viennent se faire piquer, l'antibiothérapie, elle paraît nécessaire. Par contre, quand ça fait des années ou des mois que c'est installé dans ton système, là, pour le coup, c'est pas nécessairement efficace. non. D'accord. On peut ressentir un mieux
les personnes qui présentent une maladie de Lyme sous une forme chronique et qui prennent des antibiotiques vont parfois ressentir un vrai mieux, Mmh. mais qui va être ponctuel et temporaire. C'est-à-dire que les antibiotiques vont agir sur les bactéries qui sont actives, Ouais. parce que la bactérie peut prendre plusieurs formes. Elle a une forme qui est active sous forme de tire-bouchon dans le sang. Donc, la personne va se sentir mieux parce que cette forme de la borréliose va être éliminée. Et puis, la bactérie va se cacher. Elle va D'accord. s'enquister, elle va se cacher dans des biofilms. Elle va attendre que le terrain intérieur redevienne favorable à son activité. Et Mmh. une fois qu'on arrête les antibiotiques, elle sort des biofilms et puis elle reprend une forme active qui crée de l'inflammation et donc des symptômes. Et la personne recommence à expérimenter des symptômes qui sont parfois encore plus violents Ah là là, ouais. et qui sont encore plus difficiles à traiter par antibiotiques parce que la bactérie a développé des résistances. Donc en fait, la bactérie, c'est protégée par les biofilms, c'est ça? Tout à fait, elle peut se cacher dans des biofilms, elle peut prendre une forme kystique, donc elle va s'enkyster sur elle-même, et elle peut prendre une forme intracellulaire. Et dans ce cas-là, les antibiotiques n'ont que très peu d'efficacité, il faut utiliser des combinaisons d'antibiotiques, il faut faire des rotations pour ne pas créer de résistance sur le très long terme et en utilisant beaucoup d'antibiotiques différents, déjà ce qui n'est pas légal Mmh. parce qu'aujourd'hui la forme chronique n'est pas véritablement reconnue. D'accord. Donc un médecin qui irait faire cela se mettrait en danger. Ouais. Et puis surtout, prendre autant d'antibiotiques sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ça va créer énormément de dommages. Ça va affaiblir l'immunité, étant donné que ça va atteindre la flore intestinale, que ça va détruire le microbiote, Mmh. qui représente le fondement de notre immunité. Exactement. C'est contre-productif, ça va créer donc ça risque de créer des résistances bactériennes, ça peut provoquer une prolifération fongique au niveau La digestif. candidose aussi ou ce genre de choses, Tout à fait, ça crée des carences, ça peut créer de l'inflammation. Certains antibiotiques ont des effets secondaires au niveau musculo-articulaire, au niveau neurologique. Ça atteint les mitochondries, donc ce qui permet de produire l'énergie? l'énergie cellulaire. Donc sur le long terme, sur un terrain déjà affaibli avec des infections chroniques et surtout de nature diverses et variées, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que des bactéries. C'est pas efficace. C'est ça que tu veux dire? Ce n'est pas efficace, non. Ouais. Et avant de parler de toi, de ce que tu as entamé après l'antibiothérapie, quand tu t'es fait piquer et que tu n'as pas d'érythème, est-ce que c'est bon aussi de prendre un antibiotique en prévention et au cas où? Par exemple, moi, je sais pas, je vais aller en randonnée, je me suis fait piquer, j'ai pas d'érythème, mais je sais que je me suis fait piquer parce qu'on m'a retiré une tique. Bah, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que, tu vois, ça veut pas dire que je ne suis pas atteinte. Je me dis, est-ce que j'en profite quand même pour faire une antibiothérapie? Alors c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on est atteint, ça ne veut pas dire que on ne l'est pas, donc on ne sait pas. Par précaution, je pense que je prendrai des antibiotiques et des substances bactéricides naturelles. Ouais, on va parler de ça. J'imagine que ça a à voir avec ton protocole que toi, tu as créé. Tout à fait, et je pense que toute personne qui est piquée par une tique, si son médecin, ne lui prescrit pas des antibiotiques, cette personne devrait au moins prendre des substances naturelles, donc des plantes ou des huiles essentielles anti-infectieuses par voie orale et par voie cutanée. Donc appliquer, ces huiles essentielles anti-infectieuses au niveau de la morsure pour éliminer les éventuelles infections transmises par la tique. Mieux vaut prévenir que guérir. Exactement, donc résultat, en tout cas, c'est ne jamais laisser comme ça, sans rien faire, une piqûre de tique, quoi. Oui. Mmh. Alors, reprenons, après l'antibiothérapie, qu'est-ce que tu as fait? J'imagine que quand tu es dans un état de souffrance intense, tu es fatigué, tu sais même pas par quoi commencer, alors qu'est-ce que tu as fait après l'antibiothérapie et son échec? Durant l'antibiothérapie, donc j'ai continué à mener mes recherches et j'ai trouvé plusieurs témoignages de guérison, surtout aux États-Unis et au Canada, de personnes qui s'étaient guéries grâce à l'herboristerie. Donc à l'utilisation des plantes médicinales sous forme de préparation traditionnelle. Donc des teintures, des plantes sous forme de poudre, des décoctions, etc. J'ai également compris que les antibiotiques n'étaient pas la réponse complète par rapport à tout ce que j'ai exposé un petit peu plus tôt.
Et donc j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter les antibiotiques et de, me lancer complètement et entièrement dans un traitement, naturel de la maladie. Alors ça, c'était toi-même qui te faisais ton propre protocole ou tu as été suivi par, je sais pas, des naturopathes, des spécialistes un peu plus ouverts à la médecine alternative? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis devenu mon propre thérapeute. Alors ce n'est pas une incitation à l'automédication, oui, je n'invite pas les auditeurs à ne pas consulter ou à ne pas être suivis, par des professionnels. Mais dans mon histoire, je ne faisais plus du tout confiance, aux professionnels de santé, aux professionnels, de bien-être et je voyais qu'il y avait énormément de divergences au sein même des spécialistes de la maladie de Lyme. Mmh. Que ce soit dans l'approche classique, donc allopathique, ou dans l'approche naturelle. Ouais. C'est-à-dire que chaque spécialiste a un domaine de prédilection. Certains vont axer et miser sur la couche virale ou la couche parasitaire. Certains vont beaucoup axer sur la désintoxication aux métaux lourds, qu'ils estiment être la grande responsable de la chronicisation de la borréliose. D'autres vont beaucoup axer sur la problématique des biofilms. Mmh. Voilà, donc c'était extrêmement varié et j'ai donc décidé d'étudier moi-même et de piocher ce qui me semblait le plus pertinent et le plus sécuritaire dans chacune de ces approches pour créer mon propre protocole et le personnaliser à ma symptomatologie. Honnêtement, je te comprends totalement que tu aies commencé à faire, même si c'est pas recommandé, le fait que tu aies commencé à faire tes propres expériences. Quand tu es désespéré, tu es prêt à tout et puis tu suis ton instinct aussi, hein, des fois. J'ai vraiment pris la pleine responsabilité de ma santé et de ma guérison. J'ai Ouais. énormément étudié, donc j'étudiais en moyenne entre 5 et 8 heures par jour. Donc là, tu travaillais plus, hein, il y avait plus de stage, plus rien du tout. Il n'y avait plus rien du tout. Mon emploi à temps plein était ma guérison. Voilà, ouais. Et je lisais énormément donc de la littérature spécialisée, des bouquins sur la maladie. Je j'ai contacté des spécialistes, des malades, des associations. J'ai, écouté des podcasts, des émissions sur le sujet. Voilà, je passais des heures et des heures sur les forums et grâce à toutes ces recherches combinées à mon inscription et à mes études en école de naturopathie en France et en école d'herboristerie au Canada, j'ai mis en place un protocole qui n'était pas figé, qui évoluait au fur et à mesure de ma propre évolution. Et j'ai cheminé ainsi, lentement mais sûrement, vers la guérison. Donc ça a pris 3 ans, ça a été long, ça a été difficile, mais tellement bienfaiteur finalement, parce que ça m'a permis de m'en sortir et à mon tour d'aider les autres. Durant toute cette période de guérison, même si c'est moi qui étais en charge de mon protocole, j'étais quand même aidé par certaines personnes, certains professionnels de santé à qui je me référais lorsque j'avais des questions. Ouais, ouais, ouais. Finalement, c'était plus un lien amical qu'un suivi thérapeutique. C'est pas des personnes que je consultais et qui me faisaient payer et qui m'écrivaient un protocole. Voilà, c'était des échanges oraux assez brefs. Des suggestions, quoi. Voilà. Quelque part, c'est bien fait parce que... Enfin, quelque part, c'est bien fait. Tout est relatif, mais en tout cas, j'ai l'impression que cette maladie et le fait de vouloir absolument t'en sortir, et notamment par toi-même, ça t'a donné assez d'énergie pour, malgré tous les symptômes et toutes les douleurs que tu devais avoir, pour continuer et évoluer pour faire des études de naturopathie, parce que du coup, tu as repris des études de naturopathie, tu t'es renseigné à fond. Des fois, les choses sont même si c'est facile à dire, hein, mais les choses sont bien faites. Bien sûr. Je pense que rien n'arrive au hasard et en effet, je pense que cette maladie, est tombée, dans mon cas au bon moment. J'allais me lancer donc sur la voie du métier d'avocat, mais je sentais bien déjà lorsque je faisais des stages que je n'étais pas forcément à ma place, que ça ne me transcendait pas. Le fait de traverser une telle maladie m'a permis d'une part d'améliorer ma santé de manière générale parce que une fois sorti de la maladie, j'ai continué à maintenir une très bonne hygiène de vie Bien sûr. et je me sentais en meilleure forme, en meilleure santé qu'avant la maladie de Lyme.
Donc Ouais. ça a été extrêmement profitable. Et puis, d'autre part, ça m'a fait découvrir le monde de la naturopathie et de l'herboristerie que je ne connaissais pas du tout. Je suis fils d'un papa qui est médecin allopathique et d'une maman qui est dentiste. Ah d'accord, ah, c'est ironique quelque part le Et fait oui, que tu vois que t'as commencé par avoir des douleurs d'ailleurs au niveau des dents et qu'en plus après la médecine, ah c'est marrant, donc t'as dû avoir tout des... à fait. Est-ce qu'ils t'ont aidé tes parents par rapport à ça avec leurs connaissances médicales ou non, pas vraiment, ça t'a plus bloqué qu'autre chose? Alors, ma mère a exercé uniquement durant 1 an la dentisterie, donc ça faisait déjà au moins 30 ans qu'elle n'exerçait plus. Ah oui, ouais. Donc, bon, elle avait toujours en tête certaines connaissances. Mon père a exercé uniquement 10 ans, donc ça faisait oui, une vingtaine d'années qu'il n'exerçait plus. Honnêtement, ça ne m'a pas aidé. Ouais. Ne connaissaient pas la maladie de Lyme, ils avaient une approche assez classique de la maladie, Hmm. une confiance aveugle envers le corps médical. Non, ça ne m'a pas aidé. Ah, ça a Et peut-être même été source de tension quelquefois. oui, tout à fait. Ouais. Bah oui, non mais c'est vrai, hein, quand t'as appris quelque chose et t'es persuadé que c'est comme ça, c'est difficile de rester C'est ouvert, hein. ça. Donc ça a été source de tension. Lorsque j'étais très malade, j'ai pu leur en vouloir, ce qui n'était pas du tout justifié parce qu'ils ont fait au mieux qu'ils pouvaient. Voilà, donc le fait de découvrir ce monde de la naturopathie a été extrêmement révélateur et j'ai développé une réelle passion pour ce domaine. Et t'as fait quelle école? Alors, en France, j'ai étudié chez ADNR Formation, D'accord. la naturopathie, et au Canada, j'ai étudié l'herboristerie chez Flora Medicina. D'accord. Je repense à tes parents. Est-ce que maintenant que t'es installé, que t'as créé un protocole, comment ça se passe avec eux par rapport à cette maladie et la vision qu'ils ont des médecines alternatives? Eh bien, ils se sont convertis à l'herboristerie et à la naturopathie, donc ils l'utilisent pour les petits maux de la vie quotidienne. Tu sais, quand tu changes ton alimentation, c'est toute la famille qui en profite. Parce qu'on ne va plus faire les courses dans les mêmes magasins, parce qu'on réduit son exposition aux ondes électromagnétiques, parce qu'on va opter pour des produits ménagers et cosmétiques naturels. Oui, c'est sûr que du coup, le quotidien était différent. C'est ça, et au final, tout le monde en a profité et tout le monde a vu son capital santé et bien-être augmenter. Ah bah c'est encourageant. Ça devait être pas mal ça, du coup, d'avoir tous ces côtés positifs qui découvraient. Oui, oui, c'était très intéressant et aujourd'hui, ils y croient dur comme fer. Comme tu dis, les choses sont bien faites, hein. Il a fallu que tu passes par beaucoup de douleurs, mais, mais bon, ça réussit à changer à la fois ta vie et la vie des gens autour de toi. Tout à fait. Je pense que ce qui m'est arrivé, finalement, a été quelque chose d'extrêmement positif. Hmm. Après, il est certain que j'ai décidé aussi d'en faire une force. Ouais. Voilà, j'ai vraiment travaillé dur pour ça, mais ça m'a permis de grandir à bien des égards. Hmm. Et alors, revenons un petit peu à toi et à ton métier maintenant. Donc, avec toutes ces recherches, tu as créé un protocole. Pour toi, comment on peut assurer une guérison de cette maladie? Parce que j'ai l'impression que la différence avec ce que tu proposes, c'est que tu personnalises le protocole en fonction des symptômes, du vécu, des antécédents médicaux de la personne. Tout à fait. Et c'est indispensable pour accompagner les malades de Lyme parce que la maladie va s'exprimer différemment chez chacun. Il est très important de personnaliser chaque protocole. On va personnaliser en fonction du stade de l'infection. Ouais. Donc, on ne va pas accompagner de la même manière une personne qui est infectée depuis 3 mois et une personne qui est infectée depuis 30 ans. Et ça, par contre, c'était un peu l'erreur médicale. Classique, non? Oui, Ouais. oui, et puis ce n'est pas un modèle de médecine intégratif avec des consultations longues où on prend le temps de questionner la personne et d'adapter en fonction de ses capacités. C'est-à-dire on peut donner à un malade de Lyme chronique et infecté depuis 30 ans une antibiothérapie qui va lui causer plus de tort que de bonnes choses parce que sa charge infectieuse est tellement importante et ses voies de détoxination sont tellement fermées que les réactions Alzheimer vont être insupportables. Je me demande si le fait de personnaliser les traitements, ça devrait pas être généralisé à toutes les maladies, en réalité. Mais oui, mais ça c'est un autre débat, c'est le système. Anyway.
Oui, bien sûr. Alors ça, ce serait génial. Ce serait peut-être même utopique Oui. à l'heure actuelle que d'avoir un système de santé intégratif et personnalisé au cas par cas, qui prenne en compte le physique, mais aussi l'aspect psychique et émotionnel. Enfin, une approche holistique de la personne. Hmm, hmm. Et alors toi, quels compléments ou plantes ou autres t'ont vraiment aidé à guérir et pourquoi? Alors je sais que c'est ton cas et effectivement ça dépend des gens, mais par exemple toi, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé ou qu'est-ce qui peut être un petit peu généralisé? Pour une personne malade de Lyme, Ouais, alors il est certain que les plantes antibactériennes sont indispensables, ouais. Comme quoi d'ailleurs? comme de la griffe du chat. Ouais, ouais, ouais. Très bonne plante contre la borréliose, comme du banderole, comme de l'Artemisia annua, comme de la cardère, comme de la salspareille, de l'andrographis. Donc il y a plusieurs plantes qui ont une action prouvée in vitro et in vivo contre la borréliose. Ouais. Ceci dit, alors même ces conseils-là doivent être adaptés à chacun, Bien sûr, ouais. parce que le dosage doit être adapté, parce qu'il y a peut-être des contre-indications, parce que les personnes qui sont infectées depuis très longtemps et qui sont très malades peuvent ne pas supporter ces anti-infectieux et il faudra travailler avec eux, avec des anti-infectieux beaucoup plus doux, Hmm, hmm, bien sûr. comme commencer avec de l'argent colloïdal, par exemple, qui est beaucoup mieux toléré, ou de l'EPP. Donc c'est vraiment du sur-mesure, mais je dirais que les plantes antibactériennes sont indispensables à tous les malades de Lyme. Après, dans mon cas, ce qui a vraiment marqué un tournant dans mon chemin de guérison et ce qui a été extrêmement utile, les plantes antivirales. Les plantes antivirales ont vraiment tout changé parce que ma charge virale était très importante et aussi les plantes pour le système nerveux. Ah bah Donc oui, j'ai utilisé vu que toi t'étais touché beaucoup sur le système nerveux, d'accord. C'est ça. Hmm. Donc j'ai utilisé des toniques du système nerveux, c'est-à-dire des plantes qui optimisent et qui nourrissent le système nerveux, des anti-inflammatoires du système nerveux, donc des plantes qui diminuent l'inflammation au niveau des nerfs, et puis des plantes tropho-restauratrices nerveuses, à savoir des plantes qui reconstruisent la gaine de myéline des nerfs, Ouais. qui est endommagée sur le long terme parce que les borrélioses s'en nourrissent. Mais il me semble aussi les scléroses en plaques, non? Tout à fait. Ah, c'est très intéressant. Hmm. Et j'accompagne de nombreuses personnes souffrant de sclérose en plaques et de maladies neurodégénératives. D'accord. Et on utilise en effet ces plantes-là. Hmm. Après, ce qui a été également très important dans mon cas, fut tout le travail sur la sphère ORL, qui dans mon cas était source de pathogénicité, de toxicité et d'inflammation chronique. Est-ce que de base tu étais sensible tu tombais souvent malade, des otites, des rhinopharyngites, des angines? Non? Constamment. Moi j'ai mon frère qui est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il a tout le temps des rhumes, tout le temps, tout le temps. Là il avait une rhinopharyngite ce week-end donc ça changeait, mais on est persuadé que plusieurs fois par an, hop, il a son petit rhume. Donc c'est des fragilités qu'on a tous. C'est ça. Et dans mon cas, en fait, j'avais des infections qui étaient enquistées dans la muqueuse nasale et sinusale. D'accord, ouais. C'est hyper intéressant et en même temps ça me paraît tellement logique. Oui, mais c'est compliqué parfois lorsqu'on est nous-mêmes malades de faire des liens. Hmm. Et puis, on est influencé par tout ce qu'on lit, par tout ce qu'on entend, et c'est extrêmement contradictoire. Mais finalement, oui, c'est du bon sens. Ouais. Alors donc tu as dit dans le premier épisode que tu avais évidemment changé ton alimentation pour te soigner. Qu'est-ce qui t'a aidé? Est-ce que tu as remarqué des aliments qui empiraient ton état ou qui amélioraient? Alors pareil, ça c'est une question de bon sens, mais un petit rappel le ferait du bien. Oui, alors, il est très important d'adopter ce que j'aime appeler l'alimentation santé. Mhm. C'est un pilier du parcours de guérison parce qu'une alimentation qui est saine, allégée, naturelle, brute, va réduire l'inflammation. Mhm. On parle d'alimentation hypotoxique, va nourrir le corps, donc ça va combler les carences nutritives, et c'est ce qui permet finalement c'est l'essence de notre corps, donc c'est ce qui va permettre de nourrir notre immunité et de pouvoir combattre l'infection. Mhm. L'alimentation va soutenir le système digestif, Ouais. va entre guillemets affamer les pathogènes, parce que si on mange énormément de sucre ou de produits industriels, on nourrit les pathogènes, on nourrit les parasites, on nourrit aussi les cellules cancéreuses, on nourrit tout ce qu'il y a de nocif, alors que si on opte pour une alimentation qui est naturelle, qui est la moins transformée possible, qui est bio, etc., on va vraiment faire baisser la charge toxique et donc, d'une certaine manière, l'infection. Est-ce que tu manges de la viande toi?
Oui, je mange de la viande, mais je mange de la viande de qualité, nourrie à l'herbe. D'accord. Sans être extrême, j'imagine, sans en prendre tout le temps Avec ou... modération, mais je mange, des protéines, à quasiment tous les repas. Ça peut être des œufs, du poisson, de la viande blanche, de la viande rouge, après ça va vraiment dépendre de chaque personne. Oui, oui, puis en plus effectivement de l'éthique qu'on a, ça c'est un autre sujet, c'était juste pour savoir. Tout à fait. L'alimentation va également permettre de rééquilibrer le pH parce que les pathogènes se développent en terrain acide. Et puis ça va accompagner le processus de détoxification, le fait d'ingérer des aliments tels que, hem, le chou, enfin tous les aliments verts, le radis, l'artichaut et cetera. Ce sont des aliments qui vont, drainer le foie et des aliments qui, de manière générale, vont, détoxifier le corps. Donc ça fait partie intégrante de l'approche, globale de soins pour la maladie de Lyme. Donc, s'il y a une chose à faire au niveau alimentaire, c'est de retirer tous les aliments qui ne peuvent pas moisir, qui ne peuvent pas fermenter, qui ne peuvent pas germer ou pourrir, c'est-à-dire tous les aliments qui sont industriels, qui sont morts et donc sans grand intérêt, nutritionnel. Totalement, ouais. En parlant de détox, je voudrais aborder ce sujet-là parce que quand on commence un processus de détox, notre état, il a souvent tendance à s'empirer. Il y a un bon nombre de personnes qui pensent que ça marche pas puisque leur état s'aggrave. Et ce qui est faux, on parle d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, de réaction Herxheimer, c'est ça, hein? Oui, alors la réaction Herxheimer est la réaction qui suit la lyse, c'est-à-dire l'élimination des bactéries. Donc en fait, lorsqu'on va administrer à un malade qui a une charge bactérienne importante des antibiotiques naturels ou chimiques, parfois les toxines qui vont suivre la destruction des bactéries vont, augmenter l'inflammation et donc les symptômes de la personne. Ça, c'est la réaction Herxheimer qui est propre aux spirochètes, c'est-à-dire aux bactéries en forme de tire-bouchon, donc de la borréliose, mais aussi de la syphilis, qui appartient à la même famille. Ah d'accord. Herxheimer, en hommage au nom, du scientifique qui avait découvert cette réaction. Donc ça, c'est la réaction Herxheimer et puis on a les réactions de détoxification qui sont en fait autre chose et qui vont, par exemple, se manifester par des maux de tête ou des problèmes de peau lorsqu'une personne intègre des plantes dépuratives ou altératives, c'est-à-dire des plantes qui tonifient les canaux d'élimination du corps et qui remettent en circulation des toxines dans le corps. Et dans ce cas-là, parfois, il y a, un déséquilibre entre la quantité de toxines qui est trop importante comparée aux capacités d'élimination de la personne. Donc cette personne va, avoir, un afflux de toxines qu'elle ne va pas pouvoir gérer correctement, ce qui va donc se manifester via, des réactions adverses, donc des problèmes de peau, des maux de tête et cetera. Ou alors sinon leur symptôme qui va s'aggraver. Voilà, là c'est la réaction, Herxheimer. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de, proposer une plante qui est moins dépurative, qui est Ouais. moins intense, Un peu plus qui est plus douce. douce, ou bien diminuer les dosages, ou bien rajouter, compléter le protocole avec d'autres techniques de détoxification comme, du sauna, des bains chauds, la technique du brossage à sec, ce genre de choses pour, Mieux éliminer les toxines. Et donc oui, c'est là où on voit que c'est important d'être suivi par un spécialiste, hein, pour le coup. tout à fait. Ne pas faire n'importe quoi parce que tu peux avoir des sacrés symptômes, ouais. Et ce que je tiens à préciser est que ces réactions peuvent avoir un intérêt sur le court terme parce qu'elles démontrent l'efficacité du protocole. Cependant, elles ne doivent pas être, recherchées sur le long terme parce que ça constitue quand même une forme d'empoisonnement des différents organes et systèmes du corps. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, je trouve ça intéressant et important de connaître cette réaction, puisque je pense qu'il y a plein de gens qui doivent stresser, qui doivent se dire mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est pire, je comprends pas, ça marche pas. C'est important de le préciser, ce genre de choses. Oui, il y a des personnes qui pensent que ça ne fonctionne pas et il y a aussi des personnes qui pensent que ça fonctionne bien et qu'il faut donc, continuer. Alors que non, en Voilà. fait, dans tous les cas, il faut réadapter la stratégie. Parce que l'idée n'est pas de vous faire souffrir davantage et de vous intoxiquer, davantage. C'est sûr. Alors parlons un petit peu des nouveaux outils de guérison prometteurs et potentiels. Et là, il y a une méthode quantique que tu as utilisée pour accentuer ta guérison avec l'aide d'une machine qui s'appelle Spooky. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et comment ça agit?
Alors, la machine Spooky est un outil de médecine quantique qui repose sur un principe qui est que chaque micro-organisme possède une fréquence de résonance mortelle. Il y a un médecin qui s'appelle Raymond Rife qui, avait découvert que chaque agent pathogène disposait d'une fréquence vibratoire qui lui était propre et qu'en fait la modification de cette fréquence pourrait amener à le détruire. C'est-à-dire que le fait de reproduire cette fréquence, de l'inverser et de l'accélérer, détruisait, faisait exploser le germe pathogène sans porter atteinte aux tissus et aux cellules Qui environnantes. n'était pas de la même vibration, c'est ça? Exactement. Et puis on a donc créé ensuite, la machine Spooky qui repose plus ou moins sur le même principe, mais qui est, moins coûteuse et plus facile d'accès. Alors t'en penses quoi toi? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont un petit peu reluctant, c'est-à-dire qu'ils vont pas trop aimer ce genre de... qui vont se dire que c'est un peu de la foutaise. Alors, je pense que c'est efficace, Ouais. mais je pense que ce n'est pas, un outil qui est entièrement adapté à la problématique du syndrome infectieux multisystémique ou du Lyme chronique, c'est-à-dire d'une personne qui présente un cocktail infectieux parce que les fréquences, Spooky ou Rife sont extrêmement, précises. Elles vont cibler une espèce d'un pathogène. Hmm. Donc pour couvrir toutes les infections, présentes en cas de Lyme chronique, il faudrait passer des heures, des jours et des nuits, à, tenir les électrodes, qui relient, le générateur de fréquences et qui, envoient ces vibrations, ce qui n'est pas faisable. Et il faudrait également être sûr de chaque espèce, de chaque souche et de chaque co-infection dont on est porteur, ce qui n'est pas possible étant donné que, aucun test n'est suffisamment fiable pour le dire et que, on découvre continuellement de nouvelles espèces et de nouvelles souches. C'est pourquoi je préfère employer les plantes médicinales parce que les plantes médicinales, dans leur environnement, naturel, sont donc, immobiles, elles n'ont pas de système immunitaire et elles sont confrontées à tous ces pathogènes, aux mêmes pathogènes que nous. Elles vont donc Hmm. développer des substances antibactériennes, antifongiques, antivirales, antiparasitaires à large spectre, avec une Quel- multitude, une synergie de molécules et de principes actifs, ce qui est donc beaucoup plus approprié en cas de Lyme chronique parce que on combat, plusieurs infections et parfois des espèces et des souches dont on n'a même pas encore connaissance. On a tellement à apprendre du pouvoir des plantes, c'est impressionnant. C'est tout à fait, on en découvre, tous les jours un peu plus, on découvre tous les jours de nouvelles propriétés. Après, bien sûr, le rôle du professionnel en naturopathie sera de cibler le choix des plantes en fonction des infections qu'on arrive à décrypter au travers de la symptomatologie. On va cibler au maximum, mais il faut garder en tête qu'il y a toujours certaines souches ou espèces dont on n'a pas connaissance, mais qui sont couvertes en fait par ces plantes-là. Ouais. Et alors, tu as également utilisé les nosodes homéopathiques. Ça non plus, ça n'est pas connu. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, il s'agit d'un produit liquide qu'on prend en sublingual et qui contient l'ADN de l'agent pathogène concerné sous une forme inactive et inoffensive. Et à partir du moment où on le garde en sublingual, le système immunitaire va reconnaître l'ADN de la bactérie et va créer ses propres anticorps. Donc ça va stimuler le système immunitaire à créer ses propres anticorps contre le pathogène. Et étant donné que toutes les borrélies ont la même ADN, ces anticorps vont automatiquement s'attaquer aux infections, aux borrélioses déjà préexistantes dans le corps, par voie réflexe. Ouais, intéressant ça, hein, pour le coup. Très intéressant, ce sont des outils qui sont intéressants, mais qui sont très ciblés. C'est pourquoi dans le cadre d'un Lyme complexe et multi-infectieux, je ne peux pas les recommander et les utiliser parce que je ne suis pas homéopathe, mais c'est quelque chose que je conseille d'investiguer auprès d'un homéopathe en fin de parcours pour peaufiner le traitement anti-infectieux. Commencer par là est souvent décevant parce que c'est trop ciblé. C'est le même problème qu'avec le RIF, ouais, avec Exactement. l'effet cocktail des bactéries, d'accord. Il y a beaucoup d'Américains qui se soignent avec l'ozonothérapie. Est-ce que tu as testé et qu'est-ce que tu en penses? Parce que je crois qu'a priori, l'ozone, elle aurait des propriétés curatives et bactéricides, hein, il me semble que c'est ça. Il est certain que l'ozone a de puissantes propriétés antibactériennes.
Cependant, je pense qu'au même titre que les fréquences Rife et que les nosons homéopathiques, c'est une modalité de soin qui n'est pas adaptée au Lyme chronique et complexe, Hmm. étant donné que l'ozone ne va pas agir sur certaines co-infections, que la maladie de Lyme sous sa forme chronique requiert des traitements antiseptiques très longs. Or, l'ozonothérapie pratiquée sur une base quotidienne et sur plusieurs mois, voire plusieurs années, n'est pas recommandée. C'est très coûteux. Pour que les auditeurs sachent comment ça se passe, c'est qu'on remplace le sang en fait. On désinfecte, c'est ça, avec le système d'ozonothérapie. Tout à fait. C'est quand même contraignant, c'est pas non plus. Si tu fais ça tous les jours pendant de nombreuses années, bon C'est ça. courage. Tout à fait. Ça peut être délétère sur le long terme parce que ça va détruire quand même les tissus sur le long terme. Et puis, ça nous met dans une position où on dépend d'une clinique ou d'un praticien. Ouais, ça doit coûter très cher d'ailleurs aux États-Unis, j'imagine même pas les sommes considérables. Ça coûte extrêmement cher et ça n'épouse pas toutes les facettes de la pathologie, à savoir que ça ne répare pas les dommages, ça ne nourrit pas le corps, ça ne couvre pas l'aspect détoxifiant ou très peu, contrairement aux plantes qui vont être des outils moins coûteux, qu'on va pouvoir utiliser quotidiennement, qu'on va pouvoir incorporer à notre routine et qui couvrent la détoxification, la lutte contre l'inflammation, la réparation des dommages. J'ai l'impression, tu sais, qu'on essaie toujours de trouver des nouveaux trucs encore mieux, mais en fin de compte, les plantes, c'est la base, mais elles sont très puissantes, donc peut-être qu'il faut juste en rester là, plutôt que de chercher toujours des innovations et des découvertes. Tout à fait. La nature nous a déjà donné toutes les réponses et toutes les solutions. Et alors un autre traitement, j'avais entendu parler aussi des thérapies avec des cellules souches pour renforcer le système immunitaire, ce qui permettrait au corps d'être plus à même de se battre, et je crois même qu'il pourrait inverser les problèmes neurologiques et baisser l'inflammation des articulations. Je sais pas si tu connais cette méthode. Oui, tout à fait, j'en ai entendu parler. Alors je n'ai pas testé, mais j'en ai entendu parler. J'ai étudié la question. Alors, à peu près la même réponse que pour l'ozonothérapie, c'est un traitement qui est extrêmement coûteux et qui est décevant parce qu'il ne couvre pas toutes les facettes de la pathologie. Ouais, je crois qu'en fait tous les nouveaux traitements, c'est à chaque fois tu réponds ça, mais parce que c'est logique. Et oui, et je me base vraiment sur des retours d'expérience. Il y a un médecin qui s'appelle le docteur Klinghardt, qui est spécialiste de la maladie de Lyme et qui utilisait cette thérapie, ou qui l'a conseillé du moins, à ses patients, et il a arrêté de le faire parce que les résultats sont très décevants. C'est quelqu'un qui est qui adore innover les nouvelles modalités de soins, etc. Donc il utilisait beaucoup d'ozonothérapie, de ces traitements par cellules souches, et finalement il a dit dans une interview il n'y a pas très longtemps que la meilleure réponse aux Lyme chroniques et aux maladies chroniques qui ont une composante infectieuse est les plantes médicinales, l'herboristerie. Ce qui est rassurant par rapport à tout ton protocole. Oui, tout à fait. Et alors, maintenant que tu te considères guéri, est-ce que tu continues un traitement de fond? Oui, je continue à prendre ce que j'appelle un protocole de maintenance, Ouais. qui est très léger. Donc, il s'agit de quelques plantes anti-infectieuses, de quelques plantes toniques du système nerveux et de certains compléments alimentaires qui sont appropriés à mon cas et à mes carences, en tout cas à mes faiblesses, et dans des proportions minimes. Donc, c'est des petits dosages que je prends quotidiennement parce qu'il est possible qu'une infime partie de Borrelia soit toujours présente dans mon corps, bien qu'elle représente une forme inoffensive et en dormance de la maladie. Parce que là, tu n'as plus d'effets secondaires, tu n'as plus de symptômes ou presque plus, t'en es où? Je n'ai plus aucun symptôme de la maladie de Lyme depuis maintenant plusieurs années. Clap, clap, clap. Merci. C'est génial, non mais c'est super. J'ai déjà oublié de prendre mon traitement, notamment lors d'un voyage à l'étranger qui avait duré 1 mois. Oh le petit fou! Oh là là! Ce qui a constitué un test et je n'ai pas eu de symptômes qui sont réapparus. J'ai eu beaucoup de chocs, que ce soit émotionnels ou physiques, l'année dernière et je n'ai pas rechuté. Donc je pense que la rémission est effective et durable, mais par précaution, je continue. Peut-être qu'un jour j'arrêterai. Quoi qu'il en soit, je pense que tout le monde, en réalité, devrait prendre un protocole de plantes quotidiennement et à adapter
à modifier en fonction des saisons et en fonction des problèmes, de santé. Parce que chaque être humain, aujourd'hui est soumis, au stress oxydatif, à l'inflammation, aux toxines environnementales, à la pollution électromagnétique, aux infections, à l'immunosuppression. On a des systèmes immunitaires qui sont de moins en moins, efficaces. Donc en réalité, je pense que tout le monde devrait intégrer ça à sa routine pour, optimiser son capital santé et bien-être. Hmm. Et est-ce que tu penses qu'un jour il y aura d'éventuels vaccins? Alors, pour la maladie de Lyme, c'est compliqué parce que c'est une bactérie qui est extrêmement intelligente, qui mute, qui prend différentes formes. Je sais que, un vaccin avait été, testé il y a plusieurs années aux États-Unis et ça a été un gros échec et ça a même transmis, la maladie aux personnes, Oh là là, ouais. qui avaient, expérimenté, testé le vaccin. Je ne sais pas, ce n'est pas une maladie qui intéresse, les laboratoires. C'est étonnant parce qu'il y en a de plus en plus de gens touchés. Alors, est-ce qu'ils ne veulent pas le reconnaître parce que ce serait admettre toutes les erreurs du passé? Ou est-ce qu'ils ne veulent pas, la reconnaître parce qu'ils n'ont pas d'outils, suffisamment adaptés pour, l'éradiquer ou pour, la prévenir? Hmm. Étant donné que les antibiotiques ne fonctionnent pas et que le vaccin qu'ils avaient, essayé de mettre en place, n'a pas fonctionné. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas une maladie qui intéresse, Big Pharma. Ouais, pourtant je pense qu'elle va se développer de plus en plus. Elle va se développer de plus en plus parce que réchauffement climatique, parce que diminution des animaux prédateurs des tiques, de plus en plus de tiques, de plus en plus de tiques contaminés, de plus en plus, de mondialisation, de mouvements, à travers le monde et de plus en plus, surtout, à mon sens, de pollution, de toxines environnementales qui affaissent et affaiblissent nos systèmes hormonaux, neurologiques et immunitaires, ce qui fait qu'on est beaucoup moins, résistant et fort face, aux infections. Ouais. Et alors ça me fait penser aux animaux. Qu'en est-il des animaux? Parce que eux aussi, les chiens, les chats, ils peuvent souffrir de cette maladie. Tout à fait. Ce que je me demandais, c'est est-ce que le traitement est le même? Si c'est par exemple ton chien qui a été piqué et tu sens qu'il a des problèmes articulaires ou neuro, etc., comment ça se passe pour les traiter? Est-ce que c'est la même chose avec les plantes également? Très bonne question. Je n'accompagne pas d'animaux, donc je ne pourrais pas, te dire formellement, te répondre, avec certitude. Mais je sais que certains propriétaires, d'animaux, les soignent grâce à l'homéopathie qui donne de très bons résultats sur les animaux. Non, c'est vrai, tu vois, je me disais, bah oui, parce que nos animaux, enfin, tu vois, les chiens, moi j'ai un petit teckel, elle est vraiment au niveau de l'herbe, quoi, elle est toute petite, donc elle peut se choper des tiques quand elle veut, quoi. Donc tu te dis, bah oui, elle pourrait très bien aussi attraper cette maladie. Donc ça fait peur, parce que je l'aime bien. Alors, c'est vrai que les animaux, de manière générale, ont tendance à moins tomber malades de la maladie de Lyme. Ils sont beaucoup plus résistants, mais en effet, il y a des animaux qui sont malades de Lyme. Ouais, non, c'est un bon truc à voir, tu vois. C'est vrai, point à Ouais. développer. Alors on va finir par un petit jeu de questions-réponses, à moins que tu aies quelque chose à rajouter maintenant. Beh, écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. Très bien. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il? Le mien. Non, je rigole. Non, j'ai beaucoup aimé le livre de Katina Makris, qui est une homéopathe américaine qui, a contracté la maladie de Lyme, qui, en est sortie complètement. Elle est guérie depuis plus d'une dizaine d'années. Elle a écrit un très beau livre qui s'appelle, Healing Lyme Disease and Autoimmune Diseases et qui en fait, est extrêmement puissant parce qu'il fait le lien entre la maladie de Lyme et toutes les maladies, auto-immunitaires. C'est un livre, qui traite de l'aspect physique, mais aussi, émotionnel et spirituel, Hmm. en des termes très simples, une énergie, très haute, très sincère et très apaisante. Et optimiste, quoi. Un peu Très plus optimiste. optimiste, oui. Et le Ouais. fait que ce soit écrit par une personne, qui est elle-même guérie, présente un fort impact. Ouais, exactement, ça nous redonne du courage, quoi. Alors comment on peut s'éduquer plus facilement sur notre santé en général? Par une démarche proactive de lecture, un véritable investissement, aller chercher l'information et c'est vraiment cette connaissance qui va nous permettre de mettre en place, les bons gestes et qui va nous permettre aussi de s'astreindre à cette, discipline parce que, en comprenant ce que l'on fait, on y croit et donc, on s'y tient. Hmm, très bien.
Une habitude à prendre. Pratiquer la gratitude. Oui, pratiquer la gratitude autant de fois que possible dans la journée, se répéter des phrases positives. Au départ, c'est vrai qu'il faut un petit peu se forcer parce que c'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire naturellement, Ouais. euh, malheureusement. Mais oui, pratiquer la gratitude. Une habitude à supprimer. La tendance que partagent beaucoup de personnes à se concentrer sur ce qu'elles n'ont pas, sur ce qui ne va pas. Donc ça rejoint un petit peu la question précédente. Ton petit-déj idéal. Alors, un petit-déj qui soit simple, rapide et nutritif. J'aime bien cuisiner une omelette. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive pour l'apport en lipides. Et puis à côté, une boisson chaude composée d'eau, de citron, de menthe et de miel. D'accord. La discipline alternative qui fait la différence. Et bien, la naturopathie. Je dirais la naturopathie parce que c'est celle qui est la plus exhaustive à mon sens. Elle couvre la gestion du stress, l'hygiène de vie, l'environnement, l'alimentation, la phytothérapie, l'aromathérapie. Donc oui, définitivement la phytothérapie. Le complément alimentaire à ne pas oublier. C'est difficile comme question parce que c'est toujours du sur-mesure, mais si je devais répondre, je dirais plutôt les compléments alimentaires à ne pas oublier. J'en citerai 3, le magnésium, les oméga-3 et la vitamine D parce que ce sont les carences les plus répandues. Est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement? Tout est parfait. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver sur mon site internet adam-du6, donc -du-milieu, nour.com. On peut me retrouver sur Facebook, sur Instagram, oui, principalement sur ces réseaux sociaux-là. Eh ben, c'est déjà pas mal. Eh ben, merci beaucoup, Adam. C'était très intéressant et je pense que même les personnes qui ne sont pas atteintes par cette maladie de Lyme pourraient bénéficier d'une sorte de détox avec toi, notamment. Mais je l'espère, oui, c'est vrai que la maladie de Lyme, elle s'exprime dans un contexte, comme je l'ai dit, de terrain affaibli. Donc lorsqu'on s'intéresse à cette approche holistique de la maladie de Lyme ou lorsqu'on va consulter un professionnel qui a cette approche-là, finalement, cette personne ou ses connaissances concernent aussi le terrain dans son ensemble. Donc ça peut correspondre à quasiment tout le monde parce que tout le monde est concerné par des soucis du quotidien et de, Tout à fait, et de c'est toxines. ça. Ouais. Tout à fait. Merci, Adam. En tout cas, merci à toi et merci de m'avoir reçu, ce fut un plaisir.